Cette peur de l'hormono, elle est quasi unanime. Ce podcast sera découpé en 3 parties. Le début de l'hormono, le changement d'hormono en cours de route et l'arrêt de l'hormono. En tout cas, si ça ne se passe pas bien pour vous, s'il vous plaît, parlez-en à votre équipe médicale et n'arrêtez pas seul. Il y a plein de choses à mettre en place pour gérer au mieux les effets secondaires. On entend encore beaucoup trop de femmes dire « j'ose pas en parler à mon médecin parce que je veux absolument continuer mon traitement » ou au contraire « j'ose pas dire à mon oncologue que j'ai arrêté ». En matière d'hormonothérapie, il y a finalement une seule chose dont on peut être certaine, une personne n'est jamais l'autre. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Cet été, j'ai eu envie d'essayer quelque chose de nouveau, une mini-série nommée Le Courrier du cœur, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à m'écrire, à me confier des questions que vous n'osez pas toujours poser ailleurs, des peurs, des doutes, des choses que vous portez parfois seul depuis longtemps. Alors j'ai eu envie de vous répondre autrement. Dans cette mini-série, je vais choisir quelques-uns de vos messages et y répondre de la manière la plus simple possible, presque sans script, sans prétendre avoir les bonnes réponses. Je ne suis ni psy, ni médecin. Je vais simplement vous répondre comme je le ferais à une amie en face de moi, autour d'un café, avec mon vécu, mon cœur, mes maladresses peut-être aussi, mais surtout avec beaucoup de tendresse, parce que parfois, on n'a pas besoin de grandes solutions, ni de grands discours, on a juste besoin de se sentir un peu moins seul. Alors installez-vous confortablement et ouvrons ensemble le courrier du cœur. Aujourd'hui, je réponds à une question qui est revenue énormément de fois. Je suis tétanisée à l'idée de commencer, de changer ou d'arrêter l'hormonothérapie. Cette peur, elle est quasi unanime. Ce podcast sera découpé en 3 parties. Alors, c'est le début de l'hormonothérapie, donc pour les personnes qui commencent, le changement d'hormonothérapie, qui est aussi source d'énormément de stress, et l'arrêt de l'hormonothérapie. Alors, le début, je crois qu'on peut le dire, après les traitements lourds, on en a franchement marre et hop, on est reparti pour 5, 7, 10 ans avec un médoc qui n'est absolument pas sans effet secondaire. Alors, pour ceux qui débutent l'hormono, je vous conseille vraiment d'écouter les podcasts que j'ai faits, que j'ai déjà enregistrés, qui sont d'une richesse sans nom, avant même de commencer votre hormono, parce que vous allez vraiment apprendre plein de choses et je vais vous les détailler ici. Alors, il y a l'épisode 4 avec Dr Daphne Kint qui s'appelle « Un regard doux sur l'hormonothérapie ». Elle a pris le temps de nous expliquer. C'est une femme de 45 ans, donc voilà, elle explique avec beaucoup de douceur le pourquoi de l'hormonothérapie et pourquoi c'est aussi difficile pour elle chaque fois de la prescrire et le temps qu'elle prend pour expliquer aux patientes. Il y a vraiment des nuances incroyables dont je parlerai un peu plus bas dans ce podcast. Il y a eu l'épisode 93 avec Krishna Kloff et Anne Sabaïla de l'Institut du Saint-Paris. Ils ont pris le temps pendant plus d'1 heure pour expliquer le pourquoi de ce traitement. C'était extraordinaire ce podcast. Et en fait, j'ai eu des dizaines de messages après, j'ai réalisé qu'il y avait des dizaines de femmes qui n'avaient pas compris le traitement, le pourquoi du traitement, tout ce que ça apportait, pourquoi on le donnait en adjuvant, pourquoi on le donnait aussi dans un cadre métastatique. Et donc, voilà, malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de consultation de sortie. Ce traitement fout les boules à cause de tout ce qu'on lit. Et là, on a vraiment pris le temps. Et les femmes qui m'ont écrit m'ont dit, mais j'ai eu vraiment même l'impression d'avoir eu une consultation avec Krishna et avec Anne. Donc, ça a été extraordinaire. Il y a eu l'épisode 163, Marie-Carmen a parlé de l'hormonothérapie et de tout ce qu'elle met en place pour gérer les effets secondaires. Nathaël aussi, dans l'épisode 32, tous les soins de support qu'elle a mis en place pour la gérer. Et on a parlé aussi dans l'épisode 167, Claire Jacob a expliqué. Alors elle a eu un cancer il y a 15 ans, elle n'avait aucun accompagnement, on ne parlait pas de soins de support à l'époque, et donc elle a eu aucun accompagnement pour son hormono. Elle l'a pris pendant 2 ans et ça se passait pas spécialement bien, mais il y avait personne qui était là pour l'aider. On parlait pas de tout ça. Elle a arrêté son hormonothérapie, alors on revient même pas sur cette question-là, mais et elle a malheureusement récidivé, et elle explique
à quel point c'est tellement important d'être accompagnée pendant l'hormono, et peut-être qu'à l'époque, si elle avait été accompagnée, elle n'aurait pas arrêté son hormonothérapie. Alors on n'en sait rien pour la récidive, c'est pas le sujet, mais elle voulait vraiment mettre en avant le fait que on peut être accompagné pour mieux gérer ce traitement. Et donc, voilà, elle a vu, il y a 15 ans, on ne parlait pas de toutes ces maisons de ressourcement, de ces soins de support. Et donc, elle l'a vécu très seule et ça a été extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, elle a une hormonothérapie puisqu'elle est métastatique et elle a mis en place plein de choses pour gérer les effets secondaires. Les témoignages des médecins sont vraiment hyper précieux et ceux des patients, des patientes en fait, aussi parce que ils permettent de se sentir moins seuls. Mais ils ne sont pas une boule de cristal et la comparaison est parfois nocive, de même que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Certaines femmes qui ont des communautés plus ou moins conséquentes partagent leurs effets secondaires sans aucune mauvaise intention, donc il y a vraiment pas de souci, mais ça peut-être être reçu par d'autres patientes qui lisent ces commentaires comme une vérité générale. Et malheureusement, notre cerveau est programmé à ne retenir que le danger ou le négatif, et bams, la liste des effets secondaires deviendra tout à coup la nôtre. Et puis, inutile de vous dire qu'il y a plus de personnes sur les réseaux sociaux qui partagent le négatif que le positif. Donc, j'ai juste envie de vous mettre en garde. C'est pas parce qu'une personne très bien intentionnée partage ses effets secondaires de l'hormonothérapie sur les réseaux sociaux qu'ils seront les vôtres. Voilà. Et par contre, je veux aussi vous dire que l'hormonothérapie se passe très bien pour plus de 50% des personnes, mais malheureusement, ces témoignages-là, on les trouve un peu moins sur les réseaux. On en trouve, néanmoins, donc voilà, ça vaut la peine peut-être de les chercher aussi et peut-être de taper témoignages positifs sur l'hormonothérapie. Alors, pour tout ce qui est pourcentage et chiffres pour diminuer le risque de récidive, je vous invite vraiment à écouter les podcasts avec Daphné et avec Krishna. C'est super bien expliqué. Il faut quand même savoir que c'est le traitement pour les patientes métastatiques couplé à un anti-CDK 4/6. Donc, c'est un traitement qui est très efficace et les études montrent que les ressentis pour les personnes métastatiques sont moindres que les personnes en rémission et dont l'hormonothérapie est là pour diminuer le risque de récidive. Je ne veux aucunement minimiser les effets secondaires qui sont bien réels, mais cette réflexion m'a toujours marquée. Les patientes métastatiques savent que c'est ce traitement qui les maintient en vie, donc la perception est évidemment différente, de même que les effets secondaires ressentis. Ça ne veut pas dire que les effets secondaires ne sont pas les mêmes, mais c'est le ressenti et c'est compréhensible. En tout cas, si ça ne se passe pas bien pour vous, s'il vous plaît, parlez-en à votre équipe médicale et ne restez pas seul. Il y a plein de choses à mettre en place pour gérer au mieux les effets secondaires. J'ai chaque fois du mal à prononcer effets secondaires. Il y a aussi moyen de changer d'hormono et parfois ça change tout. Et si ça ne va vraiment pas, vous évaluerez tout ça avec votre équipe médicale. Je dis pas qu'il faut la prendre. C'est pas le propos du podcast. Je dis juste, ne restez pas seul avec ces difficultés. Faites-vous aider et le reste, ce sera entre vous et votre équipe médicale. Et pour parler quelques secondes de moi, j'étais tétanisée. Je n'en avais pas envie. J'avais lu toutes les saloperies sur la notice. Je dis saloperies, c'est les effets secondaires, évidemment, qu'on n'annonce pas les bonnes nouvelles sur une notice de médicaments. Je la trouvais particulièrement longue. Je crois que c'est la plus longue notice de médicaments que j'ai jamais lue et c'est même, je me souviens très bien, on l'a lu pendant un trajet, enfin, je l'ai lu à mon mari pendant un trajet qui était très très long et je me suis dit, je crois que c'était un trajet d'1 heure, genre j'ai lu toute la notice pendant 1 heure et j'ai repoussé l'hormonothérapie au début. Bon, après, je vous avoue que j'en remettais une couche. J'en ai même ri. J'ai repoussé le début de l'hormonothérapie. J'ai négocié avec mon oncologue. J'étais franchement résistante et chiante parce que je me souviens qu'il m'a dit, écoutez, moi, je vais pas négocier longtemps. C'était pour dire, madame, il faut la prendre, quoi, en fait. Et donc, le premier jour, j'avais vraiment l'impression que tout mon corps piquait. J'étais naze, mais j'étais surtout très naze de toute la chimio, des rayons, des opérations et de tout ce que j'avais enduré pendant des mois. Alors le problème, c'est qu'on peut mettre tout ça sur le compte de l'hormono et c'est pour ça que Daphné décale parfois le début, pas dans le cas de métastatique, pour que la femme
commence cet hormono dans les meilleures conditions possibles. Elle mentionne même que si la femme est dans une dépression post-cancer, elle préfère traiter la dépression avant pour éviter que la femme mette tout sur le dos de l'hormonothérapie et arrête tout de suite l'hormono. Et je trouve que c'était une histoire hyper intéressante et ça vaut vraiment la peine d'écouter ce podcast et de bien communiquer avec son équipe soignante. Mais malheureusement, il n'y a pas toujours une consultation de sortie. Donc, essayez une infirmière de coordination ou même votre médecin traitant. Bref, ne restez pas seul. Alors, résultat, 5 ans de traitement sous tamoxifène pour moi et ça s'est très bien passé. Je réalise que j'ai beaucoup de chance. Alors là, vraiment, je le réalise. Mais j'étais tellement butée et résistante et franchement chiante. Je voulais pas la prendre. Et au final, ça s'est bien passé. La peur peut parfois entraîner un refus total du traitement. Et pour le même prix, il se passe très bien. Donc, j'entends beaucoup de femmes qui ne la commencent même pas. Alors que peut-être qu'elles n'auront aucun effet secondaire ou très peu, ou des effets secondaires gérables. Donc ça vaut quand même la peine de la commencer, mais de nouveau, je suis pas là pour vous dire qu'il faut ou qu'il faut pas. Voilà, c'est juste un avis, ce que j'ai lu, des regrets parfois de personnes qui auraient préféré la prendre. Voilà, donc c'est entre vous et votre équipe médicale. Moi, je suis juste là pour apporter ce qui a déjà été enregistré, les podcasts qui sont extrêmement intéressants, qui sont pleins de nuances, qui posent tout ce cas de refus de traitement, d'arrêt de traitement avant la fin, d'effets secondaires ingérables, de changement de molécules et de tout ça. Maintenant, on va parler du changement d'hormonothérapie. Quand on commence une hormono, on a évidemment peur des effets secondaires, puis au fil des mois, beaucoup de femmes apprennent à vivre avec ces effets. Elles trouvent des astuces, elles adaptent leur quotidien, elles finissent parfois par trouver un certain équilibre, même si c'est pas toujours facile, et même si cet équilibre est pas topissime du tout. Je veux pas oublier toutes les personnes qui ont des effets secondaires quotidiens et qui, franchement, s'accrochent malgré la difficulté du traitement. Et je ne juge de nouveau aucunement celles qui ont interrompu le traitement. C'est pas le propos du podcast. Et puis un jour, un oncologue annonce qu'il faut changer. Et je voulais faire ce podcast aussi pour ce cadre-là. Tout changement de traitement, surtout celui-là, est source d'angoisse. Alors pourquoi changer d'hormono ? Parfois parce que la ménopause est désormais installée et qu'il est plus approprié de passer du tamoxifène à un inhibiteur de l'aromatase, comme le Femara, le létrozole ou l'arimidex. Parfois parce qu'il y a eu 5 ans de Femara et la patiente est en ostéoporose et donc le Nolvadex ou tamoxifène est plus approprié. Parfois parce que les effets secondaires sont trop importants, parfois encore parce que les recommandations médicales évoluent au fil du traitement. Donc sur le papier, ça paraît simple, une simple ligne dans le dossier médical, mais qu'est-ce qu'il en est dans la vraie vie ? Beaucoup de femmes vivent ce moment avec énormément d'anxiété. On a déjà eu un traitement, un parcours hyper lourd. Et parfois, c'est vraiment dur parce que les femmes ont trouvé enfin un certain équilibre, où elles ont enfin accepté de continuer avec les effets secondaires qui deviennent un peu familiers, et qu'elles ont trouvé leur petite popote interne pour vivre avec, et elles ont vraiment peur de tout recommencer. J'aimerais vous dire une chose très importante, et que je dis aussi quand on commence l'hormono dans la première partie du podcast, faites très attention aux comparaisons. Alors moi, mon motto, mon mantra, c'est comparaison égale poison. Et franchement, c'est une phrase qui m'aide énormément dans la vie. Pas se comparer aux autres, jamais, dans toutes circonstances. Sur les réseaux sociaux, dans les groupes de parole, on va entendre des témoignages très tranchés. Le Femara, c'est une catastrophe. Tout le monde a des douleurs articulaires. Le tamoxifène, plus jamais. Le Nolvadex est hyper gérable par rapport au Femara. Moi, c'est depuis que j'ai changé de générique que tout a changé. Et pourtant, dans mon travail, je rencontre exactement l'inverse tout aussi souvent. Des femmes qui vivent très bien sous Femara et beaucoup moins bien sous tamoxifène, des femmes qui supportaient pas un inhibiteur de l'aromatase et qui ont retrouvé une qualité de vie en changeant de molécule, des femmes qui n'ont ressenti aucune différence. Alors qui a raison dans tout ça ? Tout le monde, parce qu'une personne n'est pas l'autre. Nous n'avons pas le même âge, pas les mêmes douleurs, pas la même activité physique, pas la même ménopause, pas les mêmes antécédents, ni la même sensibilité aux molécules et aux traitements. Les études montrent bien que le tamoxifène et les inhibiteurs de l'aromatase
n'ont pas exactement les mêmes profils d'effets secondaires. Les inhibiteurs de l'aromatase sont plus souvent associés à des douleurs articulaires, à une perte de densité osseuse, tandis que le tamoxifen exposerait davantage à un risque de l'endomètre qui reste vraiment minime. Mais ça ne veut absolument pas dire que l'un sera forcément plus difficile à vivre que l'autre pour vous. Les recommandations internationales insistent justement sur le fait que le choix du traitement doit être individualisé et que les effets secondaires doivent être discutés régulièrement avec l'équipe soignante. Autrement dit, les stats parlent de groupes de milliers de femmes, elles ne peuvent jamais prédire ce que vous allez vivre vous-même. Les témoignages des autres sont hyper précieux parce qu'ils permettent de se sentir moins seul, mais ils sont propres à la personne qui les émet et les effets secondaires ne sont pas des vérités générales. Et ça, vraiment, je le redis, quoi. Alors, je l'ai déjà dit plus haut, je crois que je le dis tout le temps dans cette série, en fait, des courriers du cœur, je me répète, mais c'est tellement important. On ne devrait jamais s'offrir en silence. On entend encore beaucoup de femmes dire « j'ose pas en parler parce que je veux absolument continuer mon traitement » ou au contraire « j'ose pas dire à mon oncologue que j'ai arrêté ». Les oncologues, les infirmières, l'équipe soignante savent aujourd'hui très très bien que les effets secondaires sont l'une des principales raisons pour lesquelles certaines patientes interrompent leur hormonothérapie avant la durée prévue. Et nous savons aussi que bien suivre ce traitement est important pour réduire le risque de récidive lorsqu'il est indiqué. C'est précisément pour cette raison qu'il faut parler des difficultés, pas pour arrêter le traitement, mais pour essayer de trouver des solutions. Et j'ai mis ensemble en immense, avec des praticiens de soins de support, avec de l'aide, avec ce qui peut être mis en place, pas en restant seul, et j'inclus ici un changement d'hormonaux aussi. Alors je vais conclure la partie changement d'hormonaux de la même manière que débuter une hormono. Il existe des traitements médicamenteux et non médicamenteux pour soulager certains symptômes. Parfois, un changement de molécule est possible, parfois un autre générique est mieux toléré, parfois quelques adaptations dans le quotidien font déjà une vraie différence. Et puis, il y a une autre angoisse dont vous êtes très nombreuses à me parler, c'est l'arrêt après 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. C'est assez paradoxal parce que pendant des années, on rêve parfois du moment où on pourra enfin arrêter l'hormonothérapie. Et puis, quand ce moment arrive, certaines ressentent une immense inquiétude, comme si tout à coup on retirait un filet de sécurité, comme si elles étaient plus protégées. Et là encore, ce ressenti, il est extrêmement fréquent, et d'autant plus que si les personnes gèrent bien leurs effets secondaires, elles se disent, mais en fait, finalement, pourquoi ne pas continuer, quoi. Et j'entends aussi souvent cette question, est-ce que je vais enfin redevenir comme avant ? Certaines femmes ressentent effectivement une amélioration progressive, certaines douleurs diminuent, certaines bouffées de chaleur deviennent moins fréquentes, l'énergie revient parfois, mais il y a aussi une réalité tout à fait objective entre le début et la fin de l'hormonothérapie. 5, 7 ou 10 années se sont écoulées. Pour beaucoup, une ménopause est passée par là, qu'elle soit naturelle ou provoquée par les traitements. On a vieilli, notre corps a changé et il est normal de ne pas retrouver exactement le corps que nous avions avant le cancer. Alors si vous êtes sur le point de changer d'hormonothérapie ou de l'arrêter, j'aimerais simplement vous dire ceci. Votre inquiétude, elle est tout à fait normale. Vous n'êtes pas seul. Vous n'écrivez pas votre histoire à partir de celle des autres. Écoutez votre corps, parlez de vos difficultés avec votre équipe de soins. Décidément, je me répète beaucoup. Et donnez-vous le droit de découvrir pas à pas comment vous allez vivre ce traitement, ce changement ou cet arrêt, parce qu'en matière d'hormonothérapie, il y a finalement une seule chose dont on peut être vraiment certaine, une personne n'est jamais l'autre. Si cet épisode vous a parlé, si vous êtes reconnu dans ces mots, sachez que vous n'êtes vraiment pas seul. Et si vous avez vous aussi quelque chose sur le cœur, une question, un doute, une situation compliquée, vous pouvez m'écrire en message privé, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, par email. Je lis tout. Et peut-être que votre message fera partie d'un prochain épisode du Courrier du Cœur. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous pensez qu'il pourrait faire du bien à quelqu'un, parce qu'on ne réalise jamais à quel point quelques mots justes, entendus au bon moment, peuvent donner ou redonner un peu d'espoir à une personne qui en a perdu. Je vous retrouve très vite dans un nouveau Courrier du Cœur.